Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News, à la une de l'actualité de ce mercredi 25 mai. Coopération algéro-italienne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune entame une visite d'État de 3 jours en Italie à l'invitation de son homologue Sergio Mattarella. Journée mondiale de l'Afrique en ce 25 mai, l'Algérie panafricaniste est plus que jamais partie prenante pour une Afrique prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens. Le chef de la diplomatie turque en visite à Ramallah en Palestine au moment où l'entité sioniste accentue sa répression sur la population palestinienne. Et puis nous reviendrons sur ce drame aux États-Unis. 21 personnes sont mortes dans une fusillade au Texas. Nous le disions à l'instant, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a entamé aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en Italie à l'invitation de son homologue italien Sergio Mattarella. Une visite qui revêt une importance particulière dans le raffermissement des liens d'amitié historiques pour les deux pays qui aspirent à insuffler une nouvelle dynamique au dialogue et à la coopération stratégique. Arrivé à Rome cet après-midi, le président Tebboune s'est entretenu avec les représentants de la diaspora algérienne établie en Italie. Alger et Rome qui visent à consolider également leurs relations dans tous les domaines, notamment économiques. Mohamed Wali Ben Chaban nous en parle. Les relations bilatérales entre Alger et Rome connaissent un rapprochement remarquable, notamment après que l'Algérie a choisi l'Italie comme partenaire stratégique en Europe. La visite d'État du président algérien Abdelmadjid Tebboune confirme la nature cordiale des relations qu'entretiennent les deux pays. Sur le plan économique, l'Algérie et l'Italie ont connu une évolution constante ces dernières années, grâce aux projets d'investissement et aux accords conclus entre les deux pays, permettant à l'Algérie d'être le premier partenaire commercial de l'Italie sur le continent africain et de la zone MENA. Après la signature d'un accord portant sur l'augmentation des importations de gaz algérien via le gazoduc Transmed Enrico Mattei le mois d'avril dernier, l'Algérie et l'Italie visent à donner un nouvel élan à la coopération économique bilatérale. En matière d'investissement, les projets réalisés dans le domaine de l'énergie représentent un exemple édifiant du partenariat solide et du rôle de l'Algérie en tant que fournisseur d'hydrocarbures fiables de l'Italie depuis plusieurs décennies. Bien que le dossier de l'approvisionnement en énergie et en gaz algérien de l'Italie arrive en tête de dossiers les plus importants dans les relations entre les deux pays, l'Algérie mise également sur un partenariat élargi dans tous les domaines pour promouvoir cette alliance à un niveau supérieur. C'est donc un partenariat économique pragmatique et durable qui tend les bras à l'Algérie et l'Italie. L'Italie est un pays qui recèle un fort potentiel économique. Il s'agit de la plus grosse réserve européenne de PME. Zoom justement sur le potentiel réel de l'économie italienne avec Reddin Batache. La troisième puissance économique du continent européen peut-elle devenir l'alter ego économique de l'Algérie ? Les points de convergence ne manquent pas et la compatibilité économique entre les deux pays a été soulignée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à plusieurs reprises. Place donc à un partenariat pragmatique et durable. Conséquence, qui se ressemble s'assemble. L'Italie, puissance commerciale en Méditerranée depuis des siècles, a réussi sa mue en un pays manufacturier. Les industries traditionnelles dominées par l'agroalimentaire, la sidérurgie, les infrastructures, la construction navale, mais également l'automobile et le raffinage sont très compétitives. Selon les experts, la botte de l'Europe est devenue un pays tertiaire.
dominée par les activités commerciales et de services qui occupent près de 60% des actifs et emploient environ 70% de la population. Le tourisme tient une place essentielle dans cette configuration. Ce sont là donc les principaux atouts de l'Italie. Le pays a également su capitaliser sur son expérience réussie dans la lutte contre la mafia, un boulet qui a longtemps pesé sur son développement. Selon la COFAS, l'Italie poursuit ses efforts accrus contre l'évasion fiscale et la lutte contre l'informalité. Sur le plan macroéconomique, plusieurs voyants sont au vert, à commencer par les prévisions de croissance du PIB, qui atteignent les 3,8% en 2022 et 2,3% en 2023. Selon le FMI, l'Italie enregistre l'un des meilleurs taux d'inflation de l'Union européenne, avec 1,8% en 2022 et 1,2% en 2023. Seul nuage à l'horizon, le poids de la dette publique qui reste tout de même élevé par rapport à la moyenne de l'UE. Enfin, l'Italie jouit d'une excellente cote dans le rapport de force et le dialogue euro-méditerranéen nord-sud. Rome pourra jouer le rôle d'interlocuteur principal d'Alger dans le cadre du renforcement des liens économiques entre les pays du pourtour méditerranéen. Une coopération multidimensionnelle riche et fructueuse se dessine entre ces deux pays que tout rapproche et rien n'oppose. Au volet diplomatique, toujours, Moscou annonce la tenue d'un sommet algéro-russe prochainement. Si la date n'a pas encore été dévoilée, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé que ce sommet prévoit la signature de plusieurs accords stratégiques entre les deux pays. Il concerne notamment les dossiers économiques et militaires. Et puis 3 narcotrafiquants de nationalité marocaine ont été arrêtés par les forces de l'armée algérienne. Ces individus appartenaient à un groupe qui œuvrait dans le but d'introduire de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc. Les individus avaient en leur possession 11 quintaux et 13 kg de kif traité. Dans une déclaration faite à Al-24 News, le Premier ministre sahraoui Bouchraya Hamoudi Bayoun est revenu sur la pression exercée par le Maroc sur le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Selon Bouchraya Hamoudi, cela n'affaiblit pas la volonté du peuple sahraoui de s'affranchir de la colonisation marocaine. Rien ne changera le combat du Sahara occidental. Il n'y a pas de doute, il y a une pression énorme de la part du Maroc sur le Premier ministre espagnol. Cette situation n'arrange guère les affaires de l'Espagne et n'aide pas à la résolution du problème du Sahara occidental. L'Espagne a succombé à cette pression, mais cela n'affectera en aucun cas la volonté du peuple sahraoui dans son combat à l'autodétermination. Rien n'a changé. Et depuis les camps de réfugiés de Tindoufou se trouve Ibtissam Hamlaoui en mission d'aide humanitaire au peuple sahraoui. La présidente du Croissant Rouge algérien est revenue sur la gestion des stocks alimentaires. On l'écoute. Il y a une excellente gestion du stock alimentaire. Les vivres sont disponibles grâce aux efforts du Croissant Rouge sahraoui dans la planification et dans lequel le Croissant Rouge algérien l'accompagne dans l'approvisionnement, sans oublier les efforts de la Croix-Rouge internationale et espagnole. De nombreuses organisations internationales déploient des efforts en coordination avec le Croissant Rouge algérien et sahraoui afin que chaque mois, nos frères réfugiés dans les camps sahraouis puissent recevoir assez de nourriture. Voilà, c'était donc Ibtissam Hamlaoui, présidente du Croissant Rouge algérien. L'Algérie, panafricaniste, plus que jamais partie prenante pour une Afrique prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, l'a réitéré aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année. L'Union africaine fête aujourd'hui son 59e anniversaire. Entre utopie, rêve de grandeur et projets politiques avortés, quel bilan tiré de ces années? Karim Bouaziz.
Haïlé Sélassié, Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, Mohamed V, Jamal Abdel Nasser, Modibo Keïta, une liste non exhaustive d'une conscience africaine de la volonté d'être en attendant la volonté de puissance, une détermination, en tout cas un rêve, assurément, certains diront un idéal, voire une utopie, peu importe, lesquels se consolident en tout cas à travers un levier politique optant pour la fabrique de l'histoire à défaut de la subir. Lancinante question qui n'a pas souffert d'une ride depuis. Une résolution à travers une unité africaine qui voit le jour le 25 mai de l'an 1963, date charnière à un moment où de nombreux pays africains croulaient encore sous le joug colonial ou fraîchement indépendant. Un projet donc lequel naturellement n'était pas du goût des anciens maîtres qui tenaient à revenir par une autre porte vers leurs anciennes colonies. Dès l'instant initial de l'OUA, la rédaction de la charte échut au président togolais Sylvanus Olympio qui trouva la mort le 13 janvier de la même année, opération commanditée par les États-Unis et la France. On peut également citer un autre architecte en la personne du chef d'État malien, Modibo Keïta. Des hommes et des montagnes à soulever, car comment justement sortir des centaines de millions d'Africains des conditions précaires, voire de misère, dans lesquelles ils sont plongés ? Plus loin encore, comment harmoniser une pléthore de pays à travers des domaines aussi divers que l'éducation, l'économie, la politique, voire la sécurité et la défense. Les mauvaises langues esquisseront un bilan en demi-teinte de ces décennies. Nombreux pays du continent n'ont jamais reçu d'aide contre l'ingérence étrangère. L'OUA, par exemple, a été incapable d'endiguer des guerres civiles égrénant des pays comme l'Angola, le Congo, le Libéria ou le Rwanda, impuissante également à réagir face à l'assassinat de figures clés prônant le panafricanisme, hier Thomas Sankara et récemment Muammar el-Kadhafi. L'OUA, devenue entre-temps l'UA, fêtera ses 59 ans dans un climat plus ou moins morose. La bonne gouvernance en effet tarde à poindre, avec à ce jour des pénuries alimentaires malgré des richesses mirobolantes. L'UA, le rêve donc éveillé avec un espoir et des ressources, surtout humaines, toujours renouvelées. Et on reste en Afrique, Nouakchott, au chevet de Bamako. Le Mali, pénalisé par les sanctions économiques imposées par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, peut compter sur son pays voisin, la Mauritanie. Des marchandises maliennes passent au quotidien les frontières pour être acheminées vers l'exportation à partir de ports mauritaniens. Souad Ben Batouche. Des dizaines de milliers de tonnes de coton arrivent du Mali au port de Nouakchott. Le port est devenu l'une des principales portes d'entrée du Mali vers les grands importateurs mondiaux tels que la Chine, la Thaïlande, mais aussi l'Inde, depuis l'embargo imposé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le coton n'est pas la seule denrée en provenance du Mali. Des centaines de camions circulent quotidiennement de Bamako à Nouakchott, transportant diverses denrées alimentaires, en plus de marchandises telles que le bois, les huiles minérales, le bétail ou encore le fourrage. Bamako et son voisin ont immédiatement signé un accord après l'imposition du blocus pour faciliter les transactions commerciales ainsi que renforcer la coopération économique pour accélérer le transfert des marchandises en provenance des passages frontaliers. La Mauritanie représente un allié économique très important pour le Mali. Les deux pays partagent une frontière commune de plus de 2000 km. Pour Bamako, Nouakchott reste une bouée de sauvetage pour un pays n'ayant pas accès à la mer. Le mouvement commercial entre les deux pays a depuis peu augmenté de manière conséquente. En revanche, les ambitions des deux pays pourraient se heurter à des complications liées notamment au retrait du Mali du G5 Sahel la semaine dernière. Et une réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major des armées des États membres de la CEDEAO se tiendra à Accra, au Ghana, le 4 juin prochain. Cette réunion devrait se pencher sur la situation politique au Mali, en Guinée, mais aussi au Burkina Faso. Et puis sachez que l'Union africaine accueille dès aujourd'hui 2 sommets extraordinaires à Malabo, en Guinée équatoriale. Le sommet humanitaire extraordinaire et la conférence des donateurs, ainsi que le sommet extraordinaire sur les changements anticonstitutionnels des gouvernements en Afrique. Il est notamment question donc de la situation qui prévaut sur le vieux continent et de la situation sanitaire.
Direction la Gambie à présent, le gouvernement est prêt à juger sur son sol l'ancien dictateur Yahya Jammeh et des dizaines de personnes accusées d'une multitude de crimes pendant plus de 20 ans à la tête de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Les autorités gambiennes ont accepté de poursuivre les 70 personnes citées dans un rapport produit en novembre dernier par la commission chargée de faire la lumière sur les méfaits perpétrés pendant cette période. Ce que je peux dire concernant l'ancien président, c'est que Yahya Jammeh devra faire face à la justice. Les modalités de cette procédure sont en cours d'élaboration. Nous travaillons sur une stratégie d'accusation qui informera les processus de cette démarche. Quoi qu'il en soit, Yahya Jammeh sera traduit en justice pour les atrocités qu'il a commises dans ce pays. Au Burkina Faso, après 39 jours de recherche, les secouristes ont retrouvé les corps sans vie de 4 des 8 mineurs coincés dans une mine de zinc à des centaines de mètres sous terre. Une disparition qui avait suscité un vif émoi dans le pays. Un élan de solidarité s'est d'ailleurs mis en place pour venir en aide aux familles de ces victimes. Et la Méditerranée également continue, elle aussi, à faire des victimes. Plus de 70 migrants partis de Libye pour tenter de gagner clandestinement l'Europe sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large des côtes tunisiennes. L'embarcation qui transportait une centaine de personnes a chaviré au large de Sfax et les unités de garde-côte et de la marine ont pu sauver 24 migrants, mais les autres sont toujours portés disparus. Tout autre chose à présent, nouvelle agression sioniste en Cisjordanie occupée. Un adolescent âgé de 16 ans a été assassiné aujourd'hui à Naplouse. Reit Yamin a été mortellement blessé à la tête par un tir des forces d'occupation de l'entité sioniste lors d'affrontements. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Les tensions ne baissent pas d'un cran en Palestine. Ce mercredi, les forces d'occupation israéliennes ont procédé à l'assassinat d'un jeune adolescent de 16 ans près de la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée. Le jeune Reit Yamin est tombé sous les balles de l'occupation après avoir reçu un tir mortel à la tête, ne laissant aucune chance de survie aux jeunes Palestiniens. Par ailleurs, des dizaines de Palestiniens ont été blessés aux premières heures du mercredi lors de violents affrontements en plein assaut de Naplouse par les forces d'occupation israéliennes. En outre, l'agence de presse palestinienne Wafa a déclaré que 88 civils ont été blessés entre mardi soir et l'aube du mercredi par des balles en métal recouvertes de caoutchouc et asphyxiés par des gaz lacrymogènes. Cela durant les affrontements qui ont causé la mort du jeune Reit Rafiq. Les forces de l'ordre sionistes ont d'ailleurs attaqué le personnel de l'ambulance du Croissant Rouge lors du transport des blessés, ce qui a entraîné l'étouffement de l'équipe médicale. Après un ramadan particulièrement répressif et sanglant et l'assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, la répression sioniste ne semble pas connaître de trêve. La Palestine où s'est rendu hier le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, première visite turque de ce niveau en Cisjordanie occupée en 15 ans. Depuis Ramallah, Mevlut Cavusoglu a signé 9 nouveaux accords avec l'autorité palestinienne, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et du commerce. Aux côtés de son homologue palestinien Riyad Maliki, Cavusoglu a également annoncé s'engager à faire avancer les projets de construction d'une zone industrielle dans les territoires palestiniens. Aujourd'hui, le ministre turc effectue une visite privée dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa ainsi que dans le dôme du Rocher. Au Yémen, des centaines d'habitants de la ville assiégée de Taïz, dans le sud-ouest du pays, manifestent pour exiger la levée du siège imposé par les rebelles Houthis. La manifestation fait suite à une réunion en Jordanie entre l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen, Hans Grunberg, et des représentants des parties belligérantes pour discuter de l'ouverture des routes. Dans l'actualité également, cette réunion de l'OTAN aujourd'hui autour de la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance Atlantique, des candidatures justifiées par la création d'un monde totalement nouveau, conséquence du conflit russo-ukrainien, alors que la Turquie s'y oppose et menace de bloquer l'entrée de la Suède dans l'OTAN en l'accusant de soutenir les groupes kurdes. La première ministre suédoise Magdalena Andersson assure que son pays ne livre ni argent ni armes aux organisations terroristes.
Nous ne versons pas d'argent aux organisations terroristes, bien sûr, ni des armes. Au Royaume-Uni, la pilule du Partygate ne semble pas vouloir passer. Suite à une enquête administrative, Boris Johnson dit assumer pleinement la responsabilité des fêtes tenues au 10 Downing Street durant le confinement. Un scandale susceptible de déloger le Premier ministre britannique de son poste, d'autant plus que de nouvelles révélations ont été faites cette semaine. Témoignages et photos à l'appui. Je veux commencer aujourd'hui par renouveler mes excuses à la Chambre, à tout le pays pour le court rassemblement du 19 juin 2020 à l'heure du déjeuner dans la salle du gouvernement, au cours duquel je me suis tenu à ma place à la table et pour lequel j'ai reçu un préavis d'amende forfaitaire. Je tiens aussi à dire, Monsieur le Président, avant tout, que j'assume l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé sous ma direction. Le rapport de Sugrey a souligné qu'il appartient aux dirigeants politiques du numéro 10 d'assumer la responsabilité ultime, et bien sûr c'est le cas. La Suisse accueille depuis dimanche la 22e édition du Forum de Davos, une édition qui se déroule dans un contexte particulier à bien des égards. Ce rendez-vous économique mondial est confronté à plusieurs enjeux et parmi eux la situation post-Covid. Et à ce propos, le géant Pfizer s'engage à vendre à prix coûtant certains de ses médicaments et vaccins à 45 pays pauvres. Pour le moment, le Sénégal, le Rwanda, le Ghana, le Malawi ou encore l'Ouganda ont rejoint cet accord qui se concentre sur 5 domaines thérapeutiques, à savoir les maladies infectieuses, l'oncologie, les maladies rares, les maladies inflammatoires et la santé féminine. Et puis retour sur ce drame aux États-Unis. Le pays est une fois de plus endeuillé par une fusillade qui a ciblé cette fois-ci une école primaire au Texas, faisant 21 victimes, dont 19 enfants âgés de 5 à 7 ans. Le suspect, un jeune homme de 18 ans, est également décédé. Un drame qui relance le débat autour des lois sur les armes à feu. Amin Toutah. They have a list for her name in here, so she's not here. So we're gonna head on down Hondo, then San Antonio, till we find her. J.C. Rodriguez, un père de famille désemparé à la recherche de sa fille, après qu'une tuerie dans une école primaire au Texas ait secoué la paisible ville de Uvalde. Une scène d'horreur orchestrée par un jeune homme de 18 ans qui a pris pour cible des écoliers et des personnes adultes. Selon des sources, le suspect aurait visé dans un premier temps sa grand-mère avant de se rendre à l'établissement et d'abandonner sa voiture pour entrer dans le bâtiment avec une arme de poing. La suite, vous la connaissez, bilan 19 élèves âgés de 7 à 10 ans, ainsi que 2 adultes tués. Une énième tuerie qui frappe le pays de l'oncle Sam. Joe Biden, le président américain, a tenu à s'exprimer après ce drame. Pourquoi sommes-nous prêts à vivre avec ce carnage? Pourquoi continuons-nous à laisser faire? Où, pour l'amour de Dieu, est notre courage d'y faire face et de tenir tête au lobby? Il est temps de transformer cette douleur en action pour chaque parent, pour chaque citoyen de ce pays. Nous devons faire comprendre à tous les élus de ce pays qu'il est temps d'agir. Au moment où les investigations sont en cours pour définir les motivations du jeune Salvador Ramos, âgé de 18 ans, abattu par les forces de police, plusieurs éléments ont été publiés sur son profil. Le débat est relancé une fois de plus sur la législation qui régit le port d'armes aux États-Unis. Un nouveau drame terrifiant qui survient 10 jours après le massacre de Buffalo à New York. Les drapeaux sur les bâtiments et lieux publics des États-Unis seront en berne, et ce jusqu'à samedi soir. C'est l'événement de la soirée et votre rendez-vous de ce soir. La première finale de la Ligue Europa Conférence opposera l'AS Roma au Feyenoord Rotterdam à Tirana en Albanie. Laquelle des deux équipes écrira l'histoire pour cette première édition? Réponse ce soir. Et puis l'acteur algérien Ahmed Ben Aissa a été enterré aujourd'hui aux côtés de la grande comédienne Chafia Boudra
en présence d'une foule nombreuse au cimetière d'Al Alia à Alger. Décédé à Cannes où ce monstre sacré du cinéma algérien devait présenter son dernier film à l'occasion du Festival de Cannes. Le nom d'Ahmed Ben Issa restera gravé en lettres d'or dans le palmarès du 7e art et du théâtre algérien. Adieu l'artiste. Beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Sur le plan professionnel, c'est pas à nous deux. Ce n'est qu'après sa mort que j'ai constaté que vraiment qui est un monument sur le plan théâtral et sur le plan cinématographique. Le fait d'être au Festival de Cannes, avec un film pour la critique du film du Festival de Cannes, pour nous, pour moi en tant que frère, c'est une fierté, mais aussi pour le pays, également c'est une fierté. حبيت نترحم على نقول ربي يرحمه ويوسع عليه سي احمد بن عيسى mais sincère condoléances à sa famille, sa petite famille, sa grande famille artistique. On a travaillé ensemble avec le feuilleton Le Khawa aussi, il a fait Mon Père et même le vidéoclip de Warda. J'ai connu l'homme aussi, un homme généreux, un vrai artiste. Il est vraiment sur le plan humain, il a formé des jeunes, il était dans plusieurs théâtres, à Alger, même Sidi Bel Abbas, surtout Oran, il a fait des films à l'international, des dizaines de films, de feuilletons. Malheureusement, là, on est en train d'enterrer une partie de l'histoire de l'art algérien. C'est un très grand monument, c'est une peinture dans l'histoire de l'art, cinéma, théâtre, télévision. Il était tout le temps disponible pour les jeunes. Il était prêt à aider et dernièrement il a travaillé avec un jeune réalisateur à Bel Abbès, un film indépendant. Donc il était à l'écoute des jeunes. C'est quelqu'un de très humble, très modeste. Et vous pourrez suivre après ce journal l'interview exclusive accordée à Al 24 News par le PDG du groupe britannique Petrofac à l'occasion de l'inauguration du centre de formation pour les jeunes du sud algérien dans les métiers du pétrole. Un entretien donc accordé exclusivement à Kherdine Batache. Et c'est avec cette information que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Amel Améziane Zitouni. Très bonne suite des programmes sur Al 24 News.